Nouvelle du continent, l'actu de France et d'ailleurs. On commence. Cette histoire montre pourquoi le sommet de Beijing n'était pas seulement une visite diplomatique, mais un signal d'alarme sur le pouvoir, la pression, Taïwan, l'Iran et l'avenir de l'influence américaine. Soyons très francs aujourd'hui. Tout ce qui se déroule à Beijing en ce moment, les poignées de main, le dîner au canard laqué, les avions de Boeing, les dirigeants souriants au temple du ciel, rien de tout cela n'était une surprise. J'avais averti que cela arriverait, non pas comme une prédiction, mais comme une inévitabilité. Parce que lorsqu'on comprend la façon dont la Chine pense, lorsqu'on comprend comment Xi Jinping fonctionne, lorsqu'on comprend la logique structurelle d'une puissance américaine en déclin et d'une puissance chinoise en ascension, il n'y avait tout simplement aucun autre scénario possible pour cette histoire. Et pourtant, nous voilà en train de regarder les médias du monde entier traiter une pièce de théâtre soigneusement chorégraphiée par Beijing comme s'il s'agissait d'une diplomatie spontanée. Il faut donc décortiquer ce sommet couche par couche, affirmation par affirmation, parce qu'à la fin, le véritable objectif n'est pas seulement d'être informé, mais de voir à travers le brouillard. Et bien sûr, dans l'univers de Trump, s'il y a des caméras, des drapeaux et un menu de dîner, quelqu'un essayera de vendre cela comme une victoire historique. Tout commence par l'image qui a lancé 1000 manchettes. Le 14 mai 2026, Donald Trump est arrivé à l'aéroport international de Beijing Capitale pour ce qu'il a lui-même appelé un sommet qui allait être explosif. Il s'est tenu au Grand Palais du Peuple, a passé en revue une garde d'honneur aux côtés de Xi Jinping, et le monde a vu le premier président américain en exercice visiter la Chine en près de 9 ans. 9 ans, ce chiffre compte. 9 ans d'absence. 9 années pendant lesquelles la Chine a construit des îles artificielles, élargi sa marine, écrasé l'autonomie de Hong Kong, tiré des missiles autour de Taïwan, lancé les nouvelles routes de la soie dans plus d'une centaine de pays, et est devenu de très loin le plus grand fabricant au monde. Et maintenant, le président américain s'envole vers Beijing, demande à Xi d'ouvrir davantage, et tout le monde agit comme si c'était une démonstration de force américaine. Ce n'en est pas une, et il faut le comprendre clairement. Apparemment, arriver en retard sur l'échiquier et appeler cela du leadership fait maintenant partie de la boîte à outils diplomatique MAGA. CBS News a rapporté que la Chine se réjouit de voir Trump venir à Beijing pour la première visite présidentielle américaine en près de 9 ans, ce que la République populaire de Chine présentera comme une reconnaissance du statut mondial renforcé de Beijing et de son succès à tenir bon face aux premières tentatives de pression de l'administration Trump contre la Chine. Ce n'est pas mon analyse, c'est celle du Center for Strategic and International Studies à Washington. Les propres groupes de réflexion américains disent que Beijing remporte la bataille de l'image lors de cette visite avant même qu'un seul mot soit prononcé dans la salle de négociation. Et en géopolitique, l'image n'est pas cosmétique, elle est substantielle. Elle indique au plus petit pays du monde qui est en ascension et qui gère son déclin. Elle le dit à l'Asie du Sud-Est, à la Corée du Sud, au Japon et à tous ceux qui se trouvent au milieu de cette rivalité et cherchent à savoir dans quel sens le vent souffle. Center for Strategic and International Studies. Le chemin qui a mené à ce sommet est important parce que le contexte est essentiel. Il y a un peu plus d'un an, la relation entre les États-Unis et la Chine était beaucoup plus houleuse. Les lourds tarifs douaniers imposés par Trump à la Chine et à des dizaines d'autres partenaires commerciaux avaient déclenché une guerre commerciale de représailles, Beijing conduisant les deux pays à faire brièvement grimper les tarifs sur les produits de l'autre à plus de 100%. La Chine et les États-Unis se sont aussi affrontés sur les terres rares, les semi-conducteurs, les visas étudiants, les expéditions de produits chimiques précurseurs du fentanyl et les importations chinoises de soja américain. Des tarifs de 100%. C'était une guerre économique. Et la question cruciale que personne dans les grands médias ne pose assez clairement est de savoir qui a cédé en premier. Parce que la réponse à cette question dit tout sur ce que ce sommet signifie réellement. Le manuel de Trump appelait cela une pression maximale. Mais Beijing semble avoir lu les petits caractères. La pression maximale peut expirer plus vite qu'un slogan de campagne. CNBC a rapporté que l'usage intensif des tarifs douaniers par Trump a été limité en février lorsque la Cour suprême a annulé ces tarifs réciproques mondiaux en les jugeant inconstitutionnels. Soyons donc précis. L'instrument de pression maximale que Trump utilisait contre la Chine, toute cette architecture tarifaire a été annulée par la plus haute cour de son propre pays. Xi Jinping n'a pas eu besoin de négocier sa sortie de la guerre tarifaire. Il a attendu. Il a constitué des stocks, il a diversifié. Et ensuite, le système juridique américain a fait le travail pour lui. C'est ce que je veux dire lorsque j'affirme que j'avais averti que cela arriverait. On ne peut pas mener une diplomatie économique coercitive lorsque son propre système constitutionnel peut retirer à tout moment le principal outil de coercition. La Chine joue une longue partie qui se mesure en décennies.
La politique américaine joue une partie qui se mesure en cycle médiatique. Et lorsque ces deux systèmes sont placés dans la même pièce, le résultat est exactement ce que nous avons vu à Beijing cette semaine. CNBC a rapporté que les émissaires commerciaux des deux pays avaient obtenu des résultats globalement équilibrés et positifs lors d'un sommet préparatoire en Corée du Sud, mercredi, dirigé par le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, et le vice-premier ministre chinois, He Lifeng. Xi a déclaré « Les deux parties devraient travailler ensemble pour préserver cette dynamique positive durement acquise ». Ces mots méritent qu'on s'y arrête. Dynamique positive durement acquise. Xi Jinping est un maître du langage. Chaque formule venue de Beijing est choisie avec une précision chirurgicale. Lorsqu'il parle de quelque chose de durement acquis, il rappelle à Trump et au monde que la Chine a enduré, que la Chine a résisté et que la Chine est maintenant reçue comme une égale à la table des négociations. Il écrit le récit historique en temps réel. Et Trump y est entré tout droit. Pour un mouvement qui adore parler de victoire, cela ressemblait étonnamment à applaudir pendant que quelqu'un d'autre encadrait le tableau de pointage. CNBC a rapporté qu'au banquet d'État, Xi a déclaré que la grande renaissance de la Chine et MAGA pouvait aller de pair. Les deux dirigeants ont souligné la portée mondiale de la relation entre leurs pays, Xi affirmant qu'il ne devait jamais la gâcher. Sans le vernis diplomatique, ce que Xi disait vraiment, c'est que le rêve chinois de restaurer sa centralité historique dans les affaires mondiales, ce qu'ils appellent la grande renaissance de la nation chinoise, est compatible avec le « Make America Great Again » de Trump. L'audace philosophique de cette déclaration est extraordinaire. Il dit essentiellement que le nationalisme américain et le nationalisme chinois peuvent coexister, que l'ambition américaine et l'ambition chinoise n'ont pas nécessairement à entrer en collision. Cela semble généreux et raisonnable. Sauf que la grande renaissance de la Chine inclut précisément Taïwan, elle inclut précisément la domination en mer de Chine méridionale, elle inclut précisément le déplacement de la suprématie technologique américaine. Xi demande à Trump d'accepter tout cela comme compatible avec MAGA. Et Trump a apparemment trouvé cela assez raisonnable pour inviter Xi à la Maison-Blanche en septembre. Rien ne dit mieux négociation ferme que de se faire remettre une doctrine stratégique et de la traiter comme un compliment de dîner. CBS News a clairement montré ce qui est réellement sorti de ce sommet et l'écart entre les manchettes et la substance est énorme. Aucun accord commercial majeur n'a été annoncé, y compris un éventuel accord sur les terres rares ou les investissements en intelligence artificielle. Relisez cela. Deux des éléments les plus importants de la liste de souhaits américaine, les chaînes d'approvisionnement en terres rares et les cadres d'investissement en intelligence artificielle, n'ont rien produit. Zéro. Le sommet qui devait rééquilibrer la relation économique la plus importante du monde n'a produit aucun cadre sur les technologies qui définiront les 50 prochaines années de la civilisation humaine. Ce qu'il a produit, en revanche, c'est une annonce d'avion. Trump a dit à Sean Hannity de Fox News que Xi avait accepté de commander 200 avions Boeing. Boeing en voulait 150. Il en a obtenu 200, a déclaré Trump. Des commandes d'avions à livrer d'ici 2032, bien après que Trump aura quitté ses fonctions, et même cela doit être examiné de près. Foreign Policy et NBC News ont rapporté que lorsque Trump s'est rendu au Moyen-Orient l'an dernier, la Maison-Blanche a vanté un accord d'une société saoudienne de location d'avions visant l'achat de 30 Boeing. Même si l'accord entre la société saoudienne et Boeing a été signé, la livraison de ces appareils n'est pas prévue avant 2032, bien après le départ du président. Qatar Airways a également signé un accord avec Boeing pour 210 avions, mais cette commande ne contenait aucun calendrier de livraison. Le schéma est évident. Cette administration a l'habitude d'annoncer de grosses commandes d'avions qui se matérialisent commodément à un moment lointain dans l'avenir. Elle l'a fait en Arabie Saoudite, au Qatar et maintenant en Chine. Ces annonces sont du théâtre politique conçu pour la consommation intérieure. Elles ne sont pas une stratégie commerciale, elles sont une fabrique de manchettes. Si la date de livraison est suffisamment éloignée du cycle électoral, elle devient apparemment un miracle aujourd'hui et le problème de quelqu'un d'autre demain. Pendant ce temps, la propre industrie aéronautique chinoise, Comac, construit son avion C919 et se rapproche chaque année de la livraison d'une alternative nationale viable à Boeing. Donc, même si ces 200 avions finissent par être commandés, la Chine travaille simultanément à éliminer entièrement sa dépendance à long terme envers Boeing. Trump célèbre une vente que la propre politique industrielle chinoise vise à rendre inutile d'ici une décennie. NBC News a rapporté que, dans ce qui a été perçu comme un geste de bonne volonté avant la rencontre Trump-Xi, Beijing a rétabli jeudi le commerce du bœuf avec Washington en délivrant de nouvelles licences d'importation à des centaines de fournisseurs américains de bœuf. Du bœuf en échange d'une visite présidentielle, du poids entier du prestige diplomatique américain et de la reconnaissance implicite du statut mondial de la Chine. Beijing restitue des importations de bœuf qu'elle avait suspendues en représailles, du bœuf
que les consommateurs chinois veulent réellement et présentent cela comme une concession. C'est du génie en négociation. Ils ont rendu quelque chose qui leur faisait aussi du tort. Ils l'ont emballé comme un cadeau et ils ont accepté une visite présidentielle comme prix à payer. J'observe cette dynamique depuis des décennies et elle continue de m'étonner par son élégance. Foreign policy. Dans le marketing des accords à la Trump, récupérer son propre levier enveloppé d'un ruban peut encore être vendu comme l'art de la négociation. La question la plus dangereuse, la moins couverte et la plus lourde de conséquences issues de ce sommet est Taïwan. Le président chinois Xi Jinping a eu des mots fermes pour Trump au sujet de Taïwan, avertissant qu'il pourrait y avoir des affrontements, voire des conflits. Si la question n'est pas correctement gérée, selon les médias d'État chinois, le compte-rendu disait que Xi avait souligné que la question de Taïwan est la question la plus importante dans les relations Chine-États-Unis. Si elle est bien gérée, la relation bilatérale bénéficiera d'une stabilité globale, sinon les deux pays connaîtront des affrontements, voire des conflits, mettant toute la relation en grand péril. Xi a aussi dit à Trump que l'indépendance de Taïwan et la paix dans le détroit sont aussi irréconciliables que le feu et l'eau. CBS News. Traduit du langage diplomatique en anglais clair, Xi Jinping a regardé le président américain dans les yeux et lui a dit que si les États-Unis continuent de soutenir Taïwan, il y aura la guerre. C'est ce que signifient les affrontements et même les conflits. Et il ne l'a pas dit dans un canal privé, ni dans un communiqué codé, mais dans le compte rendu officiel de l'État chinois. Cela signifie que Beijing voulait que le monde entier l'entende. C'est un message à Taïwan, c'est un message au Japon, c'est un message à la Corée du Sud, à l'Australie et à tous les alliés américains dans le Pacifique. Xi annonce au monde que son seuil de confrontation est en train de changer. La réponse de la Maison-Blanche a été le silence. Le compte-rendu de la Maison-Blanche sur la rencontre n'a pas mentionné Taïwan du tout, et s'est plutôt concentré fortement sur le commerce. Pas un seul mot. Le gouvernement chinois a publié un compte-rendu menaçant explicitement d'un conflit au sujet de Taïwan. Le gouvernement américain a répondu en parlant de bœufs et d'avions Boeing. Ce silence n'est pas de la retenue. Ce silence est un recul. Et en géopolitique, lorsqu'un camp menace et que l'autre se tait, le monde le remarque. Taïwan l'a remarqué. Taïwan a dit être confiante que la politique américaine envers l'île ne changerait pas pendant la rencontre de Trump avec Xi, mais qu'elle se préparait à des surprises. Se préparer à des surprises est un langage diplomatique qui exprime la peur. Foreign Policy, NBC News. Quand le communiqué trouve de la place pour le bœuf, mais pas pour Taïwan, le silence commence à ressembler moins à une stratégie qu'à une brochure de campagne avec des pages manquantes. Tout mouvement qui éloignerait les États-Unis de leur position de longue date sur Taïwan pourrait offrir à Xi une énorme victoire intérieure, miner la confiance envers les États-Unis parmi leurs alliés et partenaires de sécurité le long de la première chaîne d'îles, tendre les relations Taïwan-États-Unis et encourager la Chine à pousser pour obtenir encore plus de concessions. Taipei s'inquiète précisément de quelque chose de très subtil, mais d'une immense importance. Taïwan craint que Beijing réussisse à persuader Trump d'exprimer son soutien à une unification pacifique ou d'affirmer que les États-Unis s'opposent, plutôt que ne soutiennent pas, à l'indépendance de Taïwan. Un mot, s'oppose plutôt que ne soutiennent pas. Un mot représente la différence entre une politique qui a maintenu la paix pendant 50 ans et une politique qui donne à la Chine la couverture juridique et morale pour lancer la campagne finale d'absorption. Et cette Maison-Blanche a déjà montré qu'elle ne saisit pas pleinement pourquoi ce seul mot compte. Heritage Foundation, Center for Strategic and International Studies. C'est ici que l'engagement doit être jugé avec prudence. On me demande constamment si l'engagement vaut mieux que la confrontation, si le dialogue vaut mieux que le silence, et si la visite de Trump est une bonne chose si elle empêche la guerre. La réponse dépend entièrement de ce qui est concédé dans le dialogue et du fait que la stratégie d'engagement repose ou non sur une évaluation lucide des véritables objectifs de l'autre camp. Beijing espère qu'un engagement réussi au niveau des dirigeants marginalisera, au sein de l'administration Trump, ceux qui voudraient adopter une approche plus compétitive envers la Chine. Voilà le calcul stratégique chinois, le sommet lui-même et le prix. Chaque fois qu'un président américain vient à Beijing, serre des mains, mange du canard de Beijing et parle d'une excellente rencontre, cela renforce les voix à Washington qui soutiennent que l'Amérique peut travailler avec la Chine. Et cela marginalise les voix qui veulent défier la Chine de manière structurelle. Xi n'a pas besoin de gagner chaque négociation. Il lui suffit de garder l'Amérique engagée, selon ses propres termes, assez longtemps pour que la puissance économique et militaire de la Chine se consolide. Et des sommets comme celui-ci lui achètent exactement ce temps. Center for Strategic and International Studies. Pour la machine à message pro-Trump, une poignée de main peut devenir une doctrine, surtout lorsque la doctrine tient parfaitement dans une vidéo de 30 secondes. L'Iran est la troisième dimension de ce sommet, et la plupart des gens la traitent comme secondaire alors qu'elle est en réalité centrale pour tout comprendre.
La guerre persistante en Iran et le différend de longue date autour de Taïwan devraient peser lourd dans les discussions. Le voyage de Trump survient une semaine après la visite du ministre iranien des Affaires étrangères à Beijing et avant une rencontre attendue entre Xi et Vladimir Poutine de la Russie. Ce calendrier compte. Le ministre iranien des Affaires étrangères était à Beijing la semaine précédant l'arrivée de Trump. Poutine doit rencontrer Xi la semaine suivant le départ de Trump. Beijing est en ce moment le nœud central du calendrier diplomatique de la coalition anti-occidentale. Et Trump est entré dans ce nœud en essayant de convaincre Xi de l'aider à régler la question du détroit d'Ormuz. Vu de Téhéran et de Moscou, cela ressemble à une Chine qui mène une diplomatie de navette avec le monde entier et qui gagne. Il est difficile de se présenter comme le metteur en scène du spectacle lorsque tout le monde utilise déjà Beijing comme scène principale. CNBC a rapporté que, selon la Maison-Blanche, Xi et Trump ont tous deux convenu que le détroit d'Ormuz devait rester ouvert et démilitarisé et que Téhéran ne devait pas être autorisé à posséder une arme nucléaire. Xi a exprimé son intérêt pour l'achat de davantage de pétrole américain afin de réduire à l'avenir la dépendance de la Chine envers le détroit. C'est ici que Trump mérite une évaluation équitable, parce qu'il ne s'agit pas de partisanerie, il s'agit d'analyse. Obtenir de Xi un accord verbal sur le fait que le détroit doit rester ouvert n'est pas rien. Le détroit d'Ormuz est la jugulaire du système énergétique mondial. Environ 20% de tout le pétrole échangé dans le monde transite par ce couloir étroit. S'il se ferme, le choc économique serait catastrophique pour la Chine aussi, parce que la Chine est le plus grand importateur de pétrole au monde et qu'elle en reçoit une partie importante par cette route. S'il y a donc des raisons intéressées de vouloir garder le détroit ouvert. Trump a correctement identifié un véritable alignement d'intérêts. Le problème, c'est que Xi dise qu'il ne donnera pas d'équipement militaire à l'Iran et que Xi ne donne réellement pas d'équipement militaire à l'Iran sont deux choses très différentes. Trump a dit que Xi avait accepté de ne pas fournir d'équipement militaire à l'Iran, mais il a ajouté, il a dit, vous savez, ils achètent beaucoup de leur pétrole là-bas en Iran et il aimerait continuer à le faire. Donc Xi a explicitement maintenu la relation économique avec l'Iran dans le même souffle, où il promettait de ne pas fournir de soutien militaire. Ce n'est pas un changement stratégique. C'est la concession minimale nécessaire pour paraître coopératif sans changer réellement de comportement. Foreign Policy, CBS News. Dans le langage préféré de Trump, cela ressemble à un accord. Dans le langage stratégique, cela ressemble plutôt à la Chine qui garde la porte, la clé et la clé de secours. La distribution des personnages venus à Beijing aux côtés de Trump révèle quelque chose de profond sur la nature du pouvoir américain en ce moment. La délégation américaine comprenait le représentant au commerce Jameson Greer, le secrétaire à la défense Pete Hegseth, le secrétaire au trésor Scott Bessent, le secrétaire d'État Marco Rubio, l'ambassadeur David Perdue, Elon Musk de Tesla, Jensen Huang de Nvidia, Tim Cook d'Apple et Larry Fink de BlackRock. Les plus puissants PDG américains de la technologie, de la finance et des véhicules électriques étaient assis aux côtés de secrétaires du cabinet dans une salle de réception de dirigeants étrangers. Ce mélange d'intérêts gouvernementaux et corporatifs au sein d'une seule délégation diplomatique envoie un message très précis. La politique étrangère américaine et les intérêts corporatifs américains ont fusionné et cette fusion, même si elle présente certains avantages en matière d'énergie de négociation, signifie aussi que des entreprises ayant une exposition financière massive à la Chine, et Apple de Tim Cook gagne des dizaines de milliards de dollars en Chine chaque année, se retrouvent maintenant dans la salle de négociation. Leurs intérêts ne sont pas toujours identiques aux intérêts stratégiques américains. Quand la politique étrangère commence à ressembler à une tournée VIP pour investisseurs, l'intérêt national peut se retrouver à attendre dehors, derrière le cordon de velours. CBS News a rapporté que les PDG américains qui ont voyagé à Beijing avec Trump cherchent un meilleur accès au marché chinois, mais font maintenant face à une vente beaucoup plus difficile. C'est en raison du succès de la Chine à encourager et développer des entreprises nationales dans le cadre d'une poussée nationale visant à renforcer l'autosuffisance dans la technologie, la fabrication et la consommation intérieure. Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a fait pression sur le gouvernement américain pour qu'il approuve la vente de ces puces moins avancées à la Chine. Cependant, la Chine s'est abstenue d'en acheter, en partie parce qu'elle préfère soutenir ses propres fabricants de puces. Tesla, dont le PDG Elon Musk s'est aussi rendu à Beijing, perd du terrain face à son rival chinois de véhicules électriques, BYD. Selon Counterpoint Research, la part de marché de Tesla dans les véhicules électriques en Chine est tombée à 10% au dernier trimestre 2025, contre 14% un an plus tôt. Voilà donc la réalité brutale. Les entreprises américaines qui sont venues à Beijing, désespérées d'obtenir un accès au marché chinois, font face à une politique industrielle chinoise qui a systématiquement réduit leur part de marché et construit des alternatives nationales pour les remplacer entièrement. La Chine n'a plus besoin de Tesla comme elle en avait besoin autrefois. Elle a BYD,
Elle n'a plus besoin des puces Nvidia comme elle en avait besoin autrefois. Elle a Huawei et tout un écosystème national de semi-conducteurs qui a mûri sous la pression des contrôles américains à l'exportation. Le marché chinois se ferme lentement mais définitivement à la dépendance technologique américaine. Et pourtant, les PDG sont à Beijing, souriants et pouces levés, parce qu'ils doivent croire que la porte est encore ouverte. La séance photo dit porte ouverte, la politique industrielle dit veuillez utiliser la sortie latérale. CNN a rapporté que Wang et Musk ont dit aux journalistes que les rencontres s'étaient bien déroulées. Musk a dit que beaucoup de bonnes choses avaient été accomplies. Cook a fait un signe de paix et un pouce levé aux journalistes. Un signe de paix et un pouce levé. Voilà la profondeur de la communication stratégique sortie du sommet diplomatique le plus important de cette décennie. Ce sont des hommes brillants. Ils ne sont pas naïfs. Ils savent exactement à quel point peu de choses concrètes ont été accomplies, mais ce sont aussi des hommes dont les entreprises sont profondément liées à la Chine et ils ne peuvent pas se permettre de rentrer chez eux et de dire que ce fut un échec. Alors ils font un signe de paix et lèvent le pouce. Le marché boursier grimpe de 2% et Beijing enregistre une autre victoire. CBS News. Pour les caméras, même un recul stratégique peut sembler joyeux, si tout le monde se souvient de sourire au bon moment. Un autre enjeu reçoit très peu de couverture dans la presse occidentale, mais il mérite une profonde inquiétude. Plus de 7 Américains sur 10 disent que les tarifs douaniers sur les importations chinoises sont mauvais pour la Chine, tandis qu'environ les 2 tiers croient qu'ils sont également nuisibles pour les États-Unis. Le sondage a révélé que plus de la moitié des répondants considèrent la puissance économique croissante de la Chine comme la plus grande menace pour les États-Unis, tandis que 29% ont dit que la puissance militaire chinoise représentait le plus grand danger. Plus de 75% des Américains ont dit croire que la Chine veut jouer un rôle dominant dans le monde. C'est le paradoxe au cœur de la politique américaine envers la Chine. Le public américain se méfie profondément de la Chine. Il la voit comme la principale menace. Il ne veut pas payer des prix plus élevés à cause des tarifs douaniers, mais il comprend aussi que l'ascension de la Chine est un défi stratégique. Pourtant, son gouvernement est en ce moment en train de s'envoler vers Beijing, de manger du canard laqué et d'annoncer des accords Boeing qui ne se concrétiseront pas avant 6 ans. L'écart entre ce que les citoyens américains comprennent intuitivement et ce que leur gouvernement fait opérationnellement n'a jamais été aussi grand. Et cet écart n'est pas un accident. Il est le produit de 40 années durant lesquelles une classe corporative et financière a gagné d'immenses sommes d'argent en s'intégrant à la Chine et cherche maintenant désespérément à protéger ses rendements, même si l'environnement stratégique a fondamentalement changé. Le public voit une menace stratégique, l'équipe de marketing voit une autre occasion d'imprimer une bannière de victoire. NBC News a rapporté que le président chinois Xi Jinping et le président américain Donald Trump ont convenu de développer une relation Chine-États-Unis constructive de stabilité stratégique selon le compte rendu officiel en anglais de Beijing sur le sommet. Tian Shen-su, économiste principal à l'Economist Intelligence Unit, a déclaré que cela signale une période de stabilité gérée qui tiendra pendant un certain temps avec un garde-fou pour que les choses n'échappent pas au contrôle des 2 parties comme elles ont failli le faire en 2025. Stabilité gérée. Cette expression mérite l'attention parce que c'est essentiellement ce que Xi demande depuis le début de la guerre commerciale. Pas l'amitié, pas une alliance. Une stabilité gérée, l'offre est simple. Donner à la Chine un cadre stable dans lequel elle peut continuer à construire sa puissance, continuer à consolider la mer de Chine méridionale, continuer à intégrer Taïwan dans son orbite économiquement et psychologiquement, continuer à développer son armée, continuer à installer des infrastructures, des nouvelles routes, de la soie en Asie, en Afrique et en Amérique latine, et en retour, la Chine donnera une stabilité commerciale et l'occasion photo nécessaire avant la prochaine élection. Voilà l'accord offert, et il semble être accepté. Une occasion photo avant une élection n'est pas une grande stratégie, mais elle tient bien sur un podium. Les reportages de CNBC montrent clairement ce que la stabilité gérée signifie pour les pays qui ne sont pas dans la pièce. Pour Taïwan, cela signifie que les États-Unis ont placé un plafond sur la force avec laquelle ils repousseront la pression chinoise. Pour le Japon, cela signifie que le parapluie américain, au-dessus du Pacifique, est accompagné d'une question sur sa fiabilité. Pour la Corée du Sud, cela signifie des calculs plus difficiles, alors qu'elle tente de maintenir son alliance avec Washington tout en gérant une économie profondément liée à Beijing. Dans toute la région Indo-Pacifique, les gouvernements espèrent tous une relation États-Unis-Chine de type Goldilocks. Assez bonne pour éviter un conflit et la pression de choisir un camp, mais pas au point de suggérer un partenariat G2 dans lequel les décisions cruciales pour leurs intérêts sont prises uniquement à Washington et à Beijing. La crainte dans l'Indo-Pacifique n'est pas seulement l'agression chinoise.
C'est celle d'un condominium Washington-Beijing qui décide du sort régional sans contribution régionale. Et ce sommet, avec ses images chaleureuses, ses conversations feutrées sur Taïwan et ses communiqués de presse sur les accords Boeing, ressemble inconfortablement à ce scénario redouté. Center for Strategic and International Studies. Ce qu'il faut comprendre à propos de Xi Jinping, c'est qu'il joue un jeu complètement différent de celui que le camp américain croit jouer. Trump pense qu'il s'agit d'une négociation transactionnelle. Tu me donnes ceci, je te donne cela. Tu achètes mes avions, je réduis tes tarifs. Xi pense qu'il s'agit d'une compétition civilisationnelle avec un horizon temporel très long. Chaque sommet n'est qu'un coup dans une partie que la Chine joue depuis que Deng Xiaoping a annoncé « Cache ta force, attends ton heure » en 1989. Le message de Deng était de ne pas défier directement l'Amérique tant que la Chine ne serait pas assez forte pour gagner. Xi a maintenant conclu que le temps de se cacher est terminé. La Chine est assez forte. Son économie, malgré de vrais problèmes structurels, est la deuxième plus grande au monde et une puissance manufacturière. Son armée a été entièrement modernisée. Son écosystème technologique, même s'il dépend encore de certains intrants américains, fonce vers l'autosuffisance. Et donc Xi ne se cache plus. Il affirme ouvertement et officiellement que Taïwan est la question la plus importante et qu'une mauvaise gestion de ce dossier entraînera des affrontements, voire des conflits. Ce n'est pas un homme qui cache sa force, c'est un homme qui a décidé qu'il est assez fort pour parler clairement. La politique transactionnelle se vend peu être bien dans un rassemblement, mais elle paraît douloureusement petite face à une campagne stratégique menée sur plusieurs décennies. C'est ce dont j'avais averti il y a des années, et c'est ce que ce sommet confirme. Les États-Unis négocient avec la Chine comme s'ils pouvaient échanger des préoccupations structurelles contre des gains transactionnels, comme si 200 avions Boeing constituaient une compensation adéquate pour une position affaiblie sur Taïwan, comme si une promesse verbale concernant l'équipement militaire iranien avait une valeur quelconque sans mécanisme de vérification, comme si un banquet d'État au Grand Palais du Peuple et une promenade au Temple du Ciel relevaient de la diplomatie plutôt que de la mise en scène. La Chine qui existe aujourd'hui n'est pas la Chine qui avait besoin de la bonne volonté américaine pour se développer. Cette Chine-là n'existe plus. La Chine d'aujourd'hui a ses propres champions en intelligence artificielle, ses propres leaders du marché des véhicules électriques, sa propre marine hauturière, son propre programme spatial et sa propre monnaie numérique. C'est une Chine qui négocie avec confiance, non par besoin. Qualifier la mise en scène de percée ne fait pas revenir le levier de négociation. La Chine n'a pas complètement arrêté le flux de produits chimiques précurseurs du fentanyl depuis ses frontières. En novembre 2025, les forces de l'ordre américaines avaient saisi environ 1800 kg de fentanyl durant l'année, une hausse de 31% par rapport à la même période de l'année précédente. Même si la Chine a désigné et contrôlé 13 produits chimiques précurseurs du fentanyl après la visite du directeur du FBI, Kash Patel à Beijing en novembre 2025, cette désignation pourrait ne pas être suffisante. Le fentanyl tue des dizaines de milliers d'Américains chaque année. Et malgré les engagements répétés de Beijing, malgré les visites diplomatiques, malgré les sommets, les saisies de fentanyl ont augmenté de 30 et 1% en une seule année parce que les produits chimiques précurseurs qui circulent par les réseaux chinois alimentent les cartels mexicains qui transforment et distribuent le produit final. Ce n'est pas une question secondaire. C'est une crise qui vide les communautés américaines de l'intérieur et pourtant elle a été intégrée dans un communiqué de sommet aux côtés des avions Boeing et du canard de Beijing, puis traitée comme un point parmi d'autres. Les familles des 70 000 Américains qui meurent chaque année d'une surdose de drogue méritent plus qu'un paragraphe dans un compte-rendu diplomatique, Heritage Foundation. Mais dans le théâtre de la diplomatie à la Trump, les caméras partent souvent avant l'arrivée des conséquences. Merci de nous avoir suivis. Pour ne rien manquer de l'actualité, abonnez-vous aux Nouvelles du Continent et activez la cloche. À très vite pour un prochain décryptage